Ricard Pernaut perd plus de 70% depuis son top. Nous allons voir aujourd'hui si cela constitue une opportunité. Pour ce faire, nous allons balayer le dernier rapport financier de Ricard. Puis ensuite, nous allons faire un point sur sa comptabilité de manière globale. Nous ferons un point aussi également sur quel prix acheter Ricard et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Nous ferons un point aussi sur les institutions qui investissent dans Ricard et nous ferons un point final sur les différents volumes exécutés et voir un petit peu comment optimiser notre entrée sur cette action. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner. Je remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de faire un petit like, de faire un petit commentaire et surtout qui s'abonnent. Voilà, je vous remercie beaucoup, ça aide beaucoup à la chaîne, ça me donne de la force pour continuer et surtout ça permet à la chaîne de progresser. Ceci étant dit, ah oui, je vous rajoute aussi, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, les liens se trouvent en commentaire épinglé sous la vidéo. Ceci étant dit, passons directement au rapport financier de Ricard Pernaut. Donc c'est le dernier rapport qui a été publié le 19 février, le prochain sera publié dans pas longtemps, il me semble d'ici une semaine. Donc c'est pour ça, moi aujourd'hui même, non, demain, dans 2 jours, pardon, donc il sera publié dans 2 jours, donc c'est pour ça, pour moi aujourd'hui, il est d'autant plus important de faire un petit point sur Ricard, parce que le prochain rapport pourra être décisif. Donc si je passe au dernier rapport, donc ce qui est assez spécial chez Ricard, c'est que en fait ils ont une année à cheval, un peu comme l'année scolaire. Donc là, c'est le semestre 1, donc là c'est le rapport financier du semestre 1 2025-2026, dans lequel Ricard nous fait part de différentes choses, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. Donc là, juste pour faire un point sur le secteur de l'alcool, en ce moment, le secteur de l'alcool est un peu à la ramasse depuis le Covid, tout simplement parce que, comme l'indique ce rapport, parce qu'en fait le plus gros du chiffre d'affaires de Ricard se passe en Asie. Donc là on peut voir que là en Asie ils se sont pris une sacrée pêche ici, moins 28%, notamment en chiffre d'affaires, et voilà, donc en Europe on va dire ça va, on va dire en termes de chiffre d'affaires pour l'alcool, etc. Mais par contre en Chine depuis la crise Covid, il y a eu beaucoup de stocks à écouler, parce qu'en fait pendant le Covid il y a pas mal de stocks qui sont restés, donc là en fait on est en train d'encore liquider les stocks, d'après ce que j'ai compris, de Ricard, etc., peu importe l'alcool, en train d'écouler les stocks. Et surtout, il y a eu un changement de la consommation des jeunes notamment. Je crois qu'il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit que en fait, les jeunes consomment 2 fois moins, voire même 3 fois moins d'alcool que la génération précédente. Et ça, pour le coup, ça a un impact non négligeable sur les industriels de l'alcool tels que Ricard. Après ça, Ricard essaie de se relancer tranquillement, notamment en proposant des bières aromatisées, des trucs qui correspondent un peu plus aux jeunes, et surtout ils ont fait une fusion avec la marque de whisky assez célèbre, Jack Daniels. Donc voilà, donc Ricard Pernaut s'organise pour pouvoir relancer leur activité, et puis surtout la reprise économique en Chine devrait relancer un petit peu tout ça, parce que voilà, c'est là-bas qu'ils font leur plus gros chiffre d'affaires. De ce rapport financier, je vous ai sorti les 3 faits les plus importants, comme d'habitude. Donc, baisse du chiffre d'affaires dans un contexte très contrasté. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc là, on peut voir que moins 28% aussi en Chine. Faiblesse aux US aussi. Donc, faut savoir que la Chine et les US, c'est les plus gros consommateurs d'alcool français. Donc, c'est un paradoxe. Alors que voilà, c'est produit en France. On a l'impression qu'en Europe, on consomme beaucoup. Mais en fait, la plus grosse consommation se passe aux États-Unis, et en Chine notamment. Donc baisse du chiffre d'affaires, donc là on peut voir qu'aux US, baisse de moins 15%, en Chine également, donc ça c'est un effet non négligeable sur le chiffre d'affaires. Amélioration du cash flow, donc malgré la baisse du chiffre d'affaires, ils ont quand même réussi à améliorer leur fonds de roulement, donc ça c'est, enfin la marge brute d'autofinancement plutôt, donc ça c'est bien. Avancer sur les efficacités et le portefeuille, donc là on peut voir que la structure, donc là ils sont en train de tout, comment dire, réorganiser, donc la structure, les coûts de structure ont baissé de moins 10%, donc ça c'est bien, donc ça sur les dépenses c'est plutôt pas mal, et ils essayent d'augmenter leur efficacité, et voilà, donc en fait en gros là l'objectif de Ricard Pernaut c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires progressivement, et que le business retourne tranquillement à ce qu'il était avant, il y a quelques années. Donc voilà, après en ce qui concerne les perspectives
d'avenir pour Ricard Pernod. Donc là, le prochain rapport qui tombera d'ici 2 jours pourra confirmer ou pas, c'est dire. Donc là, on peut voir que ils indiquent bien que l'année 2026 c'est une année de transition, enfin 2025-2026 c'est une année de transition. Donc baisse organique du CA entre -4 et -3 et -4%. Donc là, le prochain rapport devra confirmer cela. Défense de la marge et programme d'efficacité, préservation de la marge opérationnelle organique via des programmes de 1 million. Je pense que c'est du rachat d'actions ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Et génération de cash et en moyen terme, donc là il cible une conversion de 80%, avec une stratégie pour amener le chiffre d'affaires aux alentours de +3 à +6 d'ici 2027-2029. Donc voilà un petit peu les objectifs de Ricard. Donc là, ce qui pourrait relancer un petit peu l'action Ricard ici, sur le graphique qu'on voit derrière, c'est justement que ces objectifs soient atteints, voire même qu'ils sont dépassés. Donc là, si le prochain rapport, on dit qu'au final, c'est pas -3, -4, mais c'est plutôt -1, -2, donc là, il y aura une amélioration. Et en fait, l'action, je pense qu'elle appréciera pas mal ce genre d'amélioration. Donc voilà, un petit peu sur ce qu'on avait à dire sur les points les plus importants de ce rapport financier. Maintenant, je vous propose de comparer le semestre 1 2024-2025 au semestre 1 2025-2026. Donc là, on peut voir que, comme on l'a dit, baisse du chiffre d'affaires, donc là, c'est assez flagrant, donc on perd quasiment 1 milliard d'euros, hein, tout simplement. Donc c'est assez énorme. Marge nette, donc là, on voit que la marge nette, elle s'est améliorée, entre guillemets, enfin reste stable du moins de ma compréhension. Donc là, ça c'est à surveiller. On verra ça juste après sur le point analytique. La dette, elle a baissé, donc c'est plutôt pas mal, mais on va regarder ça un peu en détail, et le cash flow qui a augmenté de plus 9%, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc rapport plutôt mitigé, hein, de Ricard Pernod, donc voilà, donc là il faut que Ricard se relance, d'où cette belle jambe baissière ici, qu'on peut voir mieux en 6 belles jambes baissières ici, qu'on peut voir en annuel, hein. Donc là, en fait, là, ce qu'il faut, c'est que Ricard se relance, et pour se relancer, il faut qu'ils améliorent les dépenses, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire ils baissent les dépenses, et puis qu'ils relancent leur chiffre d'affaires un peu en Chine, aux États-Unis, notamment les plus gros acheteurs. Ceci étant dit, maintenant, nous allons voir un petit peu la comptabilité de Ricard Pernod un peu plus en détail. Donc là, le temps que ça se mette à jour, donc là c'est le chiffre d'affaires de Ricard. Alors je vais mettre ça plutôt comme ceci, ça va être un peu plus lisible, voilà. Donc le chiffre d'affaires de Ricard depuis 20 ans, on peut voir même plus de 20 ans, donc là on remonte aux années 80 il me semble, c'est ça, hein. Non, on veut pas, ok, donc les années 80, donc là depuis les années 80, le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter avec des creux, hein. Donc là 2004 on a eu un beau creux, crise Covid on a eu un beau creux, donc là l'activité se relançait tranquillement ici, hein. Et depuis 2023 on a topé et là on redescend, donc là je pense qu'on va re-attaquer une petite phase comme ceci. Là le but c'est que Ricard Pernod remonte son chiffre d'affaires tranquillement, pour relancer leur économie tout simplement, hein. Donc là on est sur une petite baisse, donc là ce qu'il faudrait c'est que d'ici fin 2025-2027 on relance une jambe haussière sur le chiffre d'affaires, donc ça serait plutôt pas mal. La marge nette, alors la marge nette elle est pas dégueulasse, elle est aux alentours des 14%, juste pour indication. Hop, je vais mettre une petite moyenne ici, donc là en moyenne sur, alors 1980 ça fait ça fait plus de 50 ans, hein. Allez, on va dire plus de 50 ans, donc sur une moyenne de plus de 50 ans on est aux alentours des 12%, donc là on est légèrement au-dessus, donc ça c'est très très bien. Donc voilà, si la marge se maintient comme ça avec une augmentation du chiffre d'affaires, ça peut être plutôt correct, hein. Donc voilà, donc la marge franchement n'est pas dégueulasse, 14% pour 10 milliards de chiffre d'affaires, donc ça fait 1,4 milliard, comme ça sans calculer je pense, hein. Donc on va prendre 10 milliards, hop, fois 14%, donc ouais, ça fait 1,4. Donc 1,4 milliard c'est plutôt correct. Maintenant il faut mettre ça en face de la dette. Donc là la dette, waouh, donc là la dette,
Bon, direct, on voit le bémol, hein, donc en fait, on a la dette qui est égale au revenu. Donc en gros, ce qu'on gagne, c'est ce qu'on doit. Donc là, c'est pas très foufou, hein, donc là, pour moi, c'est un très gros bémol, ça. Donc là, remboursement de la dette, il faudrait au moins 10 ans pour rembourser sa dette. Si on rajoute le cash flow qui, a priori, était en légère augmentation, donc là, ouais, légère augmentation du cash flow ici. Donc là, 1,4 plus 1,6, donc ça fait 2,5 grosso modo. Donc, ouais, il faudra bien 8 ans pour rembourser sa dette facilement. Donc là, pour le coup, rapport dette marge nette, pas très correct, et pas foufou, hein. Maintenant, il faudrait approfondir pour voir dans quoi cette dette est investie. Est-ce que, comme je l'ai dit, il y a eu la fusion avec Dirk Daniels, est-ce qu'ils n'ont pas dû débourser du cash justement pour pouvoir acquérir cette fusion, c'est un peu la question. Donc si c'est ça, bon, ça va être un investissement sur l'avenir. Donc à un moment donné, je pense que cette dette elle va baisser, le CA va augmenter. Donc là, on va être dans le meilleur scénario. Mais par contre, le pire scénario, ça serait que la dette continue à augmenter, le CA stagne et que la marge nette diminue. Donc là, ça serait le scénario un peu catastrophique. Donc voilà. Donc là, la dette vraiment à surveiller, qui est pas ouf. Ok, donc on a balayé un petit peu tout ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir à quel prix on va acheter du Ricard, hein, tout simplement. Donc je vais enlever tout ça. Ici, on va se focaliser sur le price earning ratio qui est ici. Donc là, en moyenne, le price earning ratio sur Ricard, c'est aux alentours des 23 fois les bénéfices. Donc ça, c'est plutôt correct. Donc là, en ce moment, on est sous-évalué. Quand je regarde le graphique bêtement ici, donc voilà, donc là pour moi, sans regarder le prix, je pense que là déjà c'est une bonne opportunité d'achat parce que l'on est vraiment sur des plus bas en termes de price earning ratio. Donc là, au jour d'aujourd'hui, sans regarder le graphique ou quoi que ce soit, hein, ici déjà, je pense qu'à 69 euros, je pense que la Ricard c'est une bonne affaire qui était aux alentours des 218 allez, il y a 2 ans, 3 ans de cela. Donc voilà, là, je pense que là, ici, déjà, sans trop pinailler, je pense que là, ici, déjà, on peut poser une option sur du Ricard si, bien sûr, vous croyez au projet, en l'entreprise. Donc voilà, donc là, ici, déjà, on peut dire que, bon, c'est pas dégueu d'acheter du Ricard à ce prix-là. Ensuite, si on veut optimiser un peu notre entrée, bon je vous propose de calculer pour aller 5 fois les bénéfices et 10 fois les bénéfices, et je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc là, je reviens sur la marge nette qui est ici à 1,4. Donc là, si on va aller sur 5 fois les bénéfices, on fait x5. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qu'on va retrouver notamment sur TradingView. Alors, nombre d'actions en circulation, donc là, ici, donc là on peut voir que le nombre d'actions en circulation est en baisse continuellement, donc ça c'est très bien. Donc là on crée un phénomène de rareté, donc ça c'est très bien. Donc là maintenant, ce qu'il faudrait c'est voir l'influence sur le prix du fait qu'on a diminué le nombre d'actions en circulation. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est aux alentours des 251 millions d'actions en circulation. Donc 251 millions, on va diviser ça par 0,251. Et ça fait du 28 euros. Donc là, 28 euros, on va essayer de reporter ça sur le graphique juste ici. Hop, 8 euros. Voilà, c'est des prix. Voilà, 28 euros, on n'a pas vu ça depuis 2003. Donc, voilà, donc là, c'est vraiment des prix aura des pâquerettes, hein. Donc, effectivement, je dis pas que l'action un jour va y aller, mais si on y va, c'est un très bon prix d'entrée. Donc voilà, price earning ratio 5 fois les bénéfices, donc très bien. Donc après qu'on calcule bien, on n'y est pas si loin que ça, hein. Il suffit que l'action opère encore, 50%, ça fait pas beaucoup. Si vraiment il y a une bad news, un truc comme ça, ou que Trump remet une couche sur les tarifs douaniers, pourquoi pas, on peut diviser un peu. On peut se rapprocher de ce prix-là. Ok, donc là, maintenant, on va refaire la même chose pour un price earning ratio de 10 fois les bénéfices. Donc là, ici, on fait x10 divisé par le nombre d'actions en circulation. Donc là, 55. Hop, on va reporter 55. 55, 58, hop. On va enlever les mots.
hop, 55, on est ici. Donc là, pour le coup, 55, on est vraiment pas loin. Donc là, 55, donc 10 fois les bénéfices. Je pense que si Trump rajoute une couche sur les tarifs douaniers, en sachant que les tarifs douaniers, les plus impactés, c'est les secteurs de l'exportation, notamment l'alcool, les alimentaires, etc. Donc là, on n'est pas loin, serait un petit 6% de 10 fois les bénéfices. Donc là, pour moi, si on arrive à choper du Ricard dans ces zones de prix là, franchement c'est tout bénef. Voilà, donc un petit peu nos objectifs de prix. Après, si on veut calculer pour 12 fois ou 15 fois les bénéfices, donc on serait un peu plus haut. Donc là, pour le coup, 15 fois les bénéfices, ça serait plutôt un objectif à atteindre, et 20 fois les bénéfices également. Donc voilà, voilà un petit peu nos prix d'entrée. Donc là, on n'est pas très loin, et que voilà, plus on attend, plus on aura de bons prix. Mais là, à 69€, je pense que si vous croyez vraiment au Ricard, et que vous avez lu le rapport financier de manière attentive et que c'est ok pour vous, pour moi ici, il n'y a pas de souci, on peut commencer à investir dans le Ricard. Maintenant, si on veut optimiser un petit peu notre entrée, on va regarder un petit peu quelques petits indicateurs, notamment Ishimoku, j'aime bien. Donc là, Ishimoku nous indique que sur le mensuel, on est en baisse, donc on est sur un marché baissier. En annuel aussi, donc là on a cassé la Tenkan, la Kijun, bon le nuage c'est pas encore formé parce qu'il manque pas mal d'indications en annuel, mais par contre là en mensuel on voit bien que voilà, on est baissier, on est en dessous du nuage, on respecte la Tenkan mais de façon baissière. En fait la Tenkan elle agit également comme support quand c'est haussier, qu'on peut voir ici. Voilà. Et aussi, elle agit comme résistance quand c'est baissier. Donc là, on voit que la Tenkan fait résistance depuis pas mal de temps. Donc, on va dire depuis ici, depuis 2023. Donc, un premier signal sur le fait que Ricard est prêt à passer dans une tendance haussière, ça serait de rompre cette Tenkan et d'aller chercher la Kijun dans un premier temps en 99€. Et éventuellement aller retravailler le nuage et pourquoi pas le traverser complètement. Donc là, on est toujours dans un marché baissier. Et je pense que avant de re-entamer une phase haussière, donc on va, je pense, consolider ici et puis à un moment donné, on va y aller. Je pense qu'il y aura une phase de consolidation qui va durer le temps qu'il faudra et justement cette consolidation, on a des possibilités qu'on a cherché un peu plus bas, ou que la phase de consolidation, elle n'est pas encore là, et qu'elle va se faire peut-être un peu plus ici, un peu plus bas. Donc on ne sait pas. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il faut observer et investir au fur et à mesure de l'action, comment l'action elle agit. Donc là, si on voit qu'on commence à accumuler ici, donc stagnation du prix, c'est-à-dire que là, les institutions, les retail, tout ce que vous voulez, les baleines, etc. On commence à accumuler pas mal de Ricard. Maintenant, comme vous le savez, alors je vois qu'il y a les bandes de Bollinger, pourquoi pas, on va tester ça. Donc là, on peut voir qu'on suit les bandes de Bollinger, ça se contracte pas spécialement. Donc là, pour le moment, la volatilité n'est pas énorme. Donc voilà, et surtout, moi j'aime bien regarder Fibonacci, qui est pour moi un très bon indicateur, parce que c'est arithmétique, c'est mathématique. Alors je dis pas que c'est infaillible, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là ici, on peut voir qu'on est dans la Golden Zone. Donc la zone du gifre d'or ici, donc là vraiment c'est la zone d'achat long terme qui peut vraiment être une bonne entrée. Donc ici, donc on est dans les rechargements long terme. Donc on peut voir que les 38,2 ont été cassés facilement, retestés, on est reparti plus bas. Donc là, il y avait un bon setup de short ici. Ici, voilà, donc à voir si l'action va consolider dans la Golden Zone ou un peu plus bas, parce que pour moi, il y a une autre zone aussi qui peut être intéressante. C'est les 78,6. Je vais mettre ça ici, hop, 0,78,6, non, 80, hop, 78,6 il est déjà. Donc là, il y a cette zone là aussi qui peut être intéressant en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone hyper discount où vraiment là, si on croit au projet, il faut lâcher, il faut all-in dessus. Donc
c'est vraiment la zone parfaite entre guillemets. Mais attention, c'est les marchés boursiers, donc une mauvaise nouvelle pourrait éventuellement faire dégrader le prix un peu plus bas. Mais bon, on est sur une grosse entreprise, 10 milliards du CAC 40, donc si ça arrive, c'est que vraiment, il y a une très très grosse mauvaise nouvelle, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, donc quand vous investissez en bourse, il faut toujours avoir en tête que l'action sur laquelle vous misez elle peut partir à zéro entre guillemets. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'investir uniquement ce que entre guillemets vous pouvez perdre, ce que vous n'avez pas besoin. Donc voilà, petit disclaimer. Donc là, ici, dans cette zone-là, ça peut être le meilleur endroit entre guillemets. En fait, le but c'est d'acheter au meilleur prix, au plus bas prix, et d'essayer de revendre ça sur des niveaux intéressants. Donc voilà, donc pour moi ici, bonne zone d'achat ici, encore meilleure. Et après, en termes de rendement, là, on va prendre Fibonacci et on va regarder un petit peu dans l'autre sens. Donc là, imaginons que la zone d'accumulation se trouve ici. Éventuellement, là, en fait, on pourrait revendre au premier arrêt. Hop, au 38,2. Donc là, déjà, on fait un petit 100% de marge, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on casse les 38,2, on va aller chercher la zone de rechargement de short long terme. Donc là, ici, à cette zone ici, allez, on va prendre le milieu, donc 200%. Donc là, ici, si ça consolide et on retrace un petit peu, donc déjà un petit 200% de marge de bénéfice, c'est plutôt pas mal. Enfin, de rentabilité, pardon, c'est plutôt pas mal. Et si d'aventure, on repart vers les ATH, et que, imaginons, là, vraiment, j'optimise l'entrée. Imaginons on arrive à choper entre PE10 et PE5, donc aux alentours des PE8, et qu'on va rechercher un ATH, là on peut aller sur du 400%, donc là c'est vraiment sur du long terme. Maintenant, si on regarde un petit peu les plus bas annuels, voir un petit peu comment on est. Donc là, ici, on a une bougie d'indécision annuelle qui est en train de se dessiner. J'ai l'impression, en tout cas l'année n'est pas finie, il reste encore 4 mois. Donc là, le PE10, il y aurait éventuellement le plus bas de 2011, le plus bas de 2010 au même endroit. Donc là, si on y va, pareil, c'est des bonnes zones d'achat ici. Donc là, si on regroupe PE10 plus bas annuel, donc là, ça peut être une entrée plutôt sympa. Et après, si jamais le prix dégrade encore un peu plus, il y aurait le plus bas de 2009 et le plus bas de 2007, 35 euros respectivement. Là, pour c'est vraiment la zone d'entrée si vous y croyez, et en plus slash imbalance, donc là une petite imbalance ici qui a été retravaillée, donc là éventuellement on pourrait revenir ici. Ici aussi on a une petite imbalance qui a été explosée complètement, on a venu la retravailler, mais voilà. Mais bon voilà, donc là, ici, c'est vraiment des zones optimisées pour entrer sur Ricard Pernod si vous y croyez. Ok, donc ceci étant dit, je vous propose de regarder un petit peu comment les institutions sont positionnées et nous finirons par voir un petit peu le volume profile de Ricard. Donc là, en termes d'institutions, en termes de trust, en termes de hedge fund, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, c'est des grosses institutions qui investissent en bourse pour proposer notamment des ETF aussi, notamment BlackRock là, donc là, ça revient souvent, BlackRock qui s'est positionné sur du Ricard le 12 de ce mois-ci, donc là, ça veut dire que bon, le prix est intéressant, donc là on a du Ricard, on a BlackRock qui s'est positionné dessus, on a Goldman Sachs aussi mois dernier, et puis on a quoi encore, Vanguard aussi, au mois de juin. La Caisse des dépôts et consignations, donc là c'est français, Amundi aussi c'est français, donc là, non, là c'est 2025, donc ok, on calcule pas trop. Mais 2026, il y a qui d'autre? Goldman Sachs, BlackRock, Massachusetts Financial, que je connais pas spécialement, mais voilà. Récemment, il y a pas mal de hedge funds d'institutions qui se sont positionnés sur Ricard, et là pour le coup, je les comprends parce que le prix est vraiment attractif. Pour finir, je vais essayer de tracer un petit volume profile pour un petit peu les trous sur lesquels on pourrait éventuellement se positionner. Donc là, quand je traque ça, donc là, on peut voir déjà que ici, c'est la zone d'accumulation, la grosse zone d'accumulation. Donc là, je pense que là, ici, si on commence à accumuler un peu de Ricard, c'est pas dégueulasse, enfin, tout simplement, c'est pas dégueulasse, parce que là, on peut voir que le gros des investisseurs était ici. Donc là, ici, pour le coup,
Quand on regarde le volume profile, c'est ici qu'il faut investir, voire même légèrement plus bas, mais là le plus gros du volume est ici. Et pour revendre, ben là on peut voir qu'on a des trous ici et ici, donc là c'est des endroits où on peut essayer de revendre un peu de Ricard tranquillou. Donc voilà. Maintenant si on regarde la jambe baissière pour terminer, je vais terminer là-dessus. Hop. Et hop. Donc là, on voit qu'il y a une grosse accumulation ici. Et voilà, donc là, ici, les trous où on pourrait essayer de revendre, c'est ici. Donc là, les deux sens, on me confirme bien qu'il y a une accumulation qui est en train de se faire aux alentours des PE10. Donc voilà, donc si on vise les trous dans le volume profile, on a 50% de rendement et éventuellement, là il y a un gros trou de 200% de rendement. Donc voilà. Donc si on regarde un peu les volumes, voici un petit peu les volumes qui ont été exécutés. Donc c'est assez intéressant. Donc là, ça veut dire que ici, ben, si on achète du Ricard, on n'est pas trop mauvais. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner. Et je remercie beaucoup les gens qui le font et je vous remercie beaucoup de votre soutien. Ça m'aide à continuer cette chaîne. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.